Tu as rappelé tout à l'heure que ça faisait très longtemps qu'il y avait des journées du TRT5, donc il y a même eu une période où finalement j'étais invitée tous les ans. Là, ça faisait quelques années, donc je suis contente d'être à nouveau parmi vous. En fait, quelques constats et des perspectives autour de quelles sont les données au fond qui existent et quelles sont les données qui seraient nécessaires et qui nous manquent pour vraiment avoir tout ce qu'il nous faut, à la fois pour aller vers l'objectif de pas de nouvelles infections d'une part, et puis d'autre part, pour quelle meilleure prise en charge pour les personnes vivant avec le VIH. Moi, je me suis centrée sur le VIH. Alors, est-ce que je comprends comment ça fonctionne? Oui. Alors, les sources de données. Florence vient de nous parler de la déclaration obligatoire. Je vous rappelle que cette déclaration obligatoire, c'est les découvertes de séropositivité. Et en fait, ces données, elles dépendent à la fois de l'incidence du VIH, du recours au dépistage et des flux migratoires, comme elle l'a précisé. Et finalement, justement, sur la période récente, on a eu des perturbations sur le recours au dépistage et aussi sur les flux migratoires, ce qui explique que les tendances sont éventuellement un peu complexes à interpréter. Et donc, voilà, il faut voir qu'est-ce qui se passerait au fond, par exemple, si l'incidence diminuait beaucoup. Eh bien, on verrait par exemple augmenter peut-être donc il y aurait moins de nouveaux cas, et donc la proportion des cas diagnostiqués tardivement augmenterait par exemple. Vous voyez, l'interprétation de ces données, il faut réfléchir à finalement quel est l'impact de chacun des facteurs pour savoir comment on peut interpréter ces données. En tout cas, ce n'est pas l'incidence des nouvelles infections. Je le redis toujours, il n'y a rien qui m'horripile plus au moment du 1er décembre que de voir la confusion qui est faite entre nouveaux diagnostics et nouvelles infections. Quand environ un tiers des gens sont diagnostiqués alors qu'ils ont déjà le sida ou moins de 200 CD4, eh bien, ce n'est pas l'incidence, parce que vous voyez, ça fait sans doute un certain temps qu'ils sont infectés. Mais évidemment, c'est une donnée essentielle pour estimer l'incidence de l'infection à VIH, le nombre de personnes qui ignorent leur statut et le délai entre infection et diagnostic. Parce que on sait que ce qui finalement est lié à la transmission du VIH, c'est cette période pendant laquelle les gens sont infectés et ne savent pas qu'ils le sont, parce que l'ensemble des données montrent que quand ils apprennent leur statut, en général, ils vont modifier leur comportement. Ça va diminuer la probabilité de transmission. Et bien sûr, vous le savez tous, s'ils sont pris en charge et traités, U égale U, donc ils ne vont pas transmettre. Donc finalement, c'est un moment crucial, ce délai entre l'infection et le diagnostic, dans la transmission de l'infection et donc dans la dynamique de l'épidémie. Le deuxième type de données qu'on peut utiliser, c'est les données donc, du SNDS. Et ces données, dans le cadre de l'infection à VIH, peuvent être analysées par la CNAM, qui fait la cartographie de santé, la cartographie des dépenses, qui donc produit des données autour de l'infection à VIH tous les ans. Je vais remontrer un exemple tout à l'heure. Le JCPIFAR, pour notamment tous ces travaux sur la PrEP, à la fois qui a recours à la PrEP, comment ça se passe, qui prescrit la PrEP, mais aussi ils ont publié des travaux sur l'efficacité de la PrEP, disons, en population comme ça générale, d'une certaine façon. Et puis les données, aussi des analyses qui sont faites par Santé publique France, comme l'a montré Florence. Alors évidemment, dans ces données-là, on n'aura pas des données des dépistages réalisés. On va avoir des données des dépistages, mais pas ceux qui sont réalisés hors Cégide, mais on n'aura pas le résultat. On va avoir, comme j'ai dit, la cartographie des dépenses. On va avoir donc l'utilisation de la PrEP. On a aussi des cohortes hospitalières de personnes vivant avec le VIH, pris en charge à l'hôpital. Et on fait chaque année un rapport commun entre NRS-CO3 et NRS-CO4 pour donner un peu une photo de qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont pris en charge. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et enfin, on a aussi des enquêtes transversales répétées ou non, qui soit vont porter sur des populations clés, soit vont porter sur des personnes vivant avec le VIH, et vont nous apporter des informations complémentaires. Un problème qu'il y a avec presque toutes ces données, c'est qu'en fait, un déterminant clé, on le sait très bien, de la santé, c'est le niveau socio-économique. Ça a été assez criant pendant la période la plus active de l'épidémie de Covid, mais en fait, dans la plupart de ces sources, cette information n'est pas disponible, sauf dans les enquêtes ad hoc où, bien sûr, on va pouvoir documenter ça.
Donc ça, voilà, ça serait bien de voir comment c'est possible d'avancer autour de ça, en sachant qu'on ne peut pas non plus multiplier les variables qu'on collecte, parce que voilà, ça pose un problème. Et par exemple, dans FHDH, on peut maintenant collecter certaines informations sur ça, mais nous, comme ce qu'on récupère, c'est des extraits en fait, du dossier médical, ben, si ce n'est pas dans le dossier médical, on ne va pas le récupérer. Hein. Donc voilà, là c'est un petit angle sur lequel il nous manque des choses. Sur l'ADO, donc, comme l'a montré Florence, hein, à partir du nombre de cas déclarés dans le cadre de l'ADO, le nombre de découvertes est estimé chaque année en prenant en compte les délais de déclaration, le défaut d'exhaustivité des valeurs en compte, et qu'on se sert pour l'instant donc pour l'exhaustivité des données de Labo VIH. Donc, on voit bien qu'il y a eu une baisse finalement de la déclaration, et du coup, ça veut dire qu'il y a des estimations régionales qui sont moins robustes, ou voire impossibles. Et quelles sont les pistes pour améliorer ? Simplifier les bases de données de l'ADO, parce que vous voyez, en fait, au moment où l'ADO a été mise en place, pour des raisons de protection des données, on a mis en place quelque chose qui est finalement assez complexe à utiliser, y compris pour Santé publique France, hein, parce qu'il y a deux bases, une base de gestion, une base avec les données individuelles, et il faut... on ne peut pas croiser directement les deux, donc c'est assez complexe. Donc ça serait bien si ça pouvait être simplifié. On l'a vu aussi, ajouter le VIH à la BOSI permettrait d'avoir des meilleures estimations de l'exhaustivité, et puis sensibiliser et rétro-informer les Corévis pour améliorer le taux de déclaration. Parce que par exemple, vous voyez dans les méthodes évoquées par Florence, méthode de ECDC basée sur les CD4, s'il n'y a pas la déclaration médicale, qui est celle qui renseigne les CD4, cette méthode-là, on ne peut pas l'utiliser. Parce qu'il y a trop de données manquantes, et on pourrait bien sûr imputer les données manquantes, mais c'est toujours plus complexe que si on avait la variable précise mesurée chez la personne. J'ai juste quand même remis les nombres de découvertes, enfin celles qui ont été publiées à l'occasion du 1er décembre de l'année dernière. Bon, juste pour rappeler que globalement, en fait, on a une baisse, mais qui est modeste, hein, de 24% entre 2012 et 2021. Et c'est surtout lié à ce qui s'est passé en 2020-2021, avec les difficultés que j'ai évoquées, c'est-à-dire problèmes autour de la migration, problèmes autour du dépistage à cette période-là. Donc, c'est complexe à interpréter. Néanmoins, quand on regarde par population clé, eh bien, on voit qu'en particulier chez les HSH nés en France, on a une baisse de 32%, et c'est à partir de 2016. Donc ça a l'air de dire que finalement, comme c'est probablement la population qui accède le plus à la PrEP, hein, on voit un effet de la PrEP. Mais il n'est pas spectaculaire, et il serait plus accentué si on regardait par exemple dans Paris intramuros. Et il se trouve que comme il y a beaucoup de cas, on peut regarder ce qui se passe, disons, dans Paris intramuros. Évidemment, on ne peut pas forcément regarder dans chaque département, toujours et partout, à cause des problèmes déjà évoqués. Un autre problème, en fait, dont on ne parle pas souvent, c'est qu'au fond, au-delà du nombre de personnes, on va aussi produire des taux. Donc ces taux, ils ont besoin d'un dénominateur qu'on met en face du nombre de nouveaux diagnostics. Et au fond, pour beaucoup des populations clés dans l'infection à VIH, c'est pas si facile que ça de savoir quel est finalement le dénominateur du nombre de personnes qui sont concernées. Par exemple, pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, on peut utiliser les données du baromètre santé de 2016, mais voyez, on est en 2023. Est-ce que ça s'applique toujours ? Et c'est quoi la définition qu'on doit prendre ? Est-ce que c'est avoir eu au moins un rapport au cours des 12 derniers mois ? Est-ce que c'est 2 ans, 3 ans ? Vous voyez, quand des gens sont diagnostiqués avec le sida au moins de 200 CD4, ce n'est pas les 12 derniers mois, sans doute. Donc, vous voyez, il y a une incertitude assez importante, même si on peut mettre des chiffres. Voilà, mais quand même, il y a un souci de savoir... Vous voyez, on ne va pas arriver au même taux selon qu'on met 510 000, 422 000, 614 000 dans l'équation. Les personnes migrantes, notamment originaires d'Afrique subsaharienne,
On a des sources INSEE, mais voilà, on ne sait pas bien quel dénominateur il faut mettre. Et en plus, quand on interprète les données de nouveaux diagnostics, on a aussi l'idée qu'un certain nombre de ces nouveaux diagnostics sont en fait des gens qui se sont infectés avant leur départ ou pendant leur parcours de migration, dont on sait que c'est encore plus complexe que ça ne l'a été à la période récente, ou alors après l'arrivée en France à cause des conditions de précarité qui favorisent finalement les situations de prise de risque. Et là aussi, du coup, on a quand même un petit peu de problème à voir quel est le bon dénominateur qu'on peut mettre en face. Alors, pour les usagers de drogues injectables, on a des estimations qui sont faites par l'OFTD, mais là aussi, est-ce que la population, c'est les utilisateurs et utilisatrices au cours des 12 derniers mois? Est-ce que c'est sur plusieurs années? Parce qu'en fait, toujours pareil, si on est diagnostiqué tardivement, c'est pas ce qui s'est passé les 12 derniers mois qui compte. Voilà, c'est difficile. C'est pas plus facile pour les 3 dernières populations. Sur les personnes trans, on a des estimations incertaines parce que c'est pas une information qui est facile à collecter et c'est pas une information qui est souvent collectée ou bien collectée. Donc voilà, on a des difficultés pour savoir combien de personnes sont concernées. Pour les travailleurs et les travailleuses du sexe, ça a toujours été compliqué. C'est encore plus compliqué depuis la loi de 2016, hein, donc on a des situations très vagues. Et puis, pour les personnes détenues, c'est un peu un angle mort de ce qu'on a comme données, finalement, sur les populations à risque en prison, et un endroit où c'est pas facile du tout de récupérer des données ou même d'avoir accès à pouvoir faire des études. Donc voilà, les estimations sont complexes, source d'incertitude sur les estimations des taux. Et donc, voilà, comme on s'intéresse à des populations fragiles, souvent stigmatisées, par définition, c'est difficile d'estimer de façon un peu précise quelle est l'ampleur de la taille de la population concernée. Bon, je réinsiste sur le côté que dans ce qu'on veut faire en termes de prévention, pas de nouvelles infections, le dépistage précoce est un élément très important. Et en fait, quand on regarde les données de la déclaration obligatoire, finalement, on a toujours environ 29% des gens qui sont diagnostiqués au stade SIDA ou à taux de CD4 à moins de 200, en dehors d'un contexte de primo. Et donc, c'est assez stable depuis 2012. Alors, comme j'ai dit, c'est peut-être un indicateur qui va se mettre à augmenter si on est vraiment efficace sur la prévention des nouvelles infections, mais en même temps, ça pose un problème d'être diagnostiqué tardivement pour l'individu, parce qu'il y a un risque plus élevé de morbidité et de mortalité pendant plusieurs années après la prise en charge, alors que si on n'est pas diagnostiqué à ce stade, on a une espérance, à partir du moment où on est pris en charge, on va avoir une espérance de vie similaire. Mais on est en train de faire un travail, là, actuellement, dans FHDH, où on montre que pendant plus de 5 ans après la prise en charge, si on était diagnostiqué avec le sida ou avec moins de 200 CD4, on a un sur-risque de mortalité par rapport aux autres populations et qu'on n'a pas eu d'amélioration depuis 2014, alors que c'est la période où sont arrivés des médicaments qui sont plus efficaces et plus faciles à prendre. Donc on a vraiment un problème, disons, pour les personnes vivant avec le VIH diagnostiquées tardivement, qu'on n'a pas fait de progrès dans leur prise en charge. Et c'est aussi une perte de chance pour le contrôle de l'épidémie. Hein. On avait estimé en 2018 qu'il y avait à peu près 24 000 personnes qui ignoraient leur statut. Et alors qu'on sait que si on est traité, on n'a pas de chance et qu'on a une charge virale contrôlée, moins de 200, copie par ml, on n'a pas de chance on n'a pas de risque de transmettre. Donc c'est vraiment très important que tout le monde soit diagnostiqué pour cet avantage-là. Juste pour vous rappeler, les délais médians en fonction des différents groupes, vous voyez qu'au total, presque 3,6 ans entre l'infection et le diagnostic en médiane. Quelques mots pour décrire ce qui se passe pour les personnes vivant avec le VIH. Donc voilà, 51 ans en médiane, donc un problème autour du vieillissement. Et surtout, je voulais vous montrer les indicateurs de prise en charge. Donc, pour les gens qui sont suivis, voilà, on a, en 2021, on avait 97% qui recevaient des traitements, 93% qui avaient une charge virale à moins de 50 copies, 71% qui avaient des CD4 à plus de 500,
45% qui avaient un ratio, c'est des 4, c'est des 8, ça a l'air très bien, mais en fait, ces indicateurs, c'est pour les gens qui sont suivis. Et c'est des données de FHDH. Dans FHDH, quand quelqu'un n'est plus suivi, il est perdu de vue pour FHDH. Ça ne veut pas dire qu'il est hors du soin. Il peut être décédé, et on ne le sait pas, et le centre qui le suivait ne le sait pas. Et il peut être dans le soin via son médecin traitant et avoir une charge virale parfaitement contrôlée. Ou alors, il peut être hors du soin, et du coup, avoir une charge virale détectable et à nouveau donc participer au risque de transmission. Et donc, il y a vraiment une nécessité d'étudier cette population. Et il n'y a pas beaucoup de données. Il peut y avoir des données dans un hôpital ou dans un service qui s'est intéressé à la question, mais on n'a pas trop une idée nationale de ça. Et c'est vraiment un manque. Alors nous, on espère qu'on va réussir à améliorer ça en chaînant les données de FHDH avec le SNDS. Christine nous reparlera de ça, comment on peut faire plus tard, mais voilà, ça nous permettrait au moins de repérer ceux qui sont décédés, ceux qui sont toujours dans le soin, et de voir qu'est-ce qui se passe avec les perdus de vue. Je termine. Une autre chose importante, une autre source de données utile, c'est justement la cartographie des dépenses que fait la CNAM, qui permet d'avoir une idée bien claire de quelles sont les comorbidités chez les personnes vivant avec le VIH. Et ça plaide qu'il faudrait une prise en charge, une offre de soins qui soit adaptée au fait d'être multimorbide, tout en n'ayant pas à passer toute sa vie dans les hôpitaux, dans les différents services, avec les différents médecins. Voilà, si on pouvait avoir une offre de soins adaptée à cette multimorbidité. En plus, je le dis pour les personnes vivant avec le VIH, mais c'est aussi vrai pour les personnes vieillissantes d'une façon générale, qui peuvent être aussi multimorbides, et pour qui ça serait plus simple de pouvoir aller dans un seul endroit plutôt que d'avoir 3 ou 4, 5 différents praticiens pour prendre en charge leurs problèmes. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dominique. On va prendre le temps pour une question, éventuellement. Il y a une question là-bas. Bonjour, Franck Barbier, aide. Je voulais vous poser une question sur l'estimation de la taille des populations clés, ce que vous avez présenté comme le dénominateur pour avoir des taux. Bon, ça a été, par exemple, essentiel il y a 1 an pour la vaccination monkeypox. Il a fallu très vite estimer la taille de la population HSH, multipartenaire, voilà, pour déstocker les doses. Donc ça a un effet extrêmement concret et précis en l'occurrence. Ça a été un peu plus compliqué, comme vous l'avez souligné, sur TDS et trans, mais il me semble quand même qu'il y a des études, il y a des choses qui progressent. Peut-être, je ne sais pas si on peut en dire un mot, ça progresse. Par ailleurs, pour la PrEP, il y a eu une étude de Santé publique France avec l'estimation de la taille des HSH pour voir le nombre de HSH PrEPeurs et le nombre qu'il faudrait atteindre. Donc là aussi, on a une sorte de gradient, enfin de vision. La question que je me pose et que je vous pose, elle concerne plutôt des populations comme les femmes migrantes, par exemple. Alors aujourd'hui, l'accès des femmes, des migrants à la PrEP est tellement faible qu'on se dit que de toute façon, il faut agir, il faut faire des campagnes, il faut convaincre, on n'a à la limite presque pas besoin de chiffres. Mais quand on va rentrer dans une phase 2, enfin à un moment donné, il faudra aussi avoir ces estimations. Comment est-ce qu'on peut avoir ce type de données, les femmes hétérosexuelles, migrantes qui ont besoin de la PrEP, comment évaluer ce chiffre? Pour moi, ce que je voulais souligner, c'est que ça restait difficile. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut rien faire, surtout pas, et qu'on ne peut rien faire. Mais voilà, on a beaucoup de limites, notamment parce que on est à la frontière d'une partie de cette population n'a pas de papier. Et donc, du coup, c'est toujours difficile d'enquêter ces populations qui sont marginalisées par définition et qui n'ont pas forcément envie d'être enquêtées ou d'être révélées ou de prendre un risque justement à participer à une étude, quoi. Donc voilà, il faut être imaginatif. Et c'est vraiment, pour moi, au fond, l'intérêt d'une réunion comme aujourd'hui, c'est-à-dire comment on peut travailler avec les associations qui sont en lien plus direct avec ces populations-là, pour imaginer des dispositifs qui permettent d'avoir ces estimations, et surtout, vous voyez, de ne pas avoir des estimations trop anciennes, quoi.
comme on utilise baromètre santé, du coup on est 2016, alors que là on parle de choses qui se passent en 2023. Voilà, je crois qu'il faut être imaginatif. Je n'ai pas une solution clé en main pour chacune des populations. Je pense qu'il faut vraiment travailler avec les personnes qui sont au plus près de ces populations pour imaginer les bons dispositifs. D'autant que se pose la question de l'inclusion des personnes sous AME. En fait, dans la recherche, c'est un sujet qu'on travaille actuellement avec la NRS-MIE. Tant qu'on aura des freins réglementaires sur l'inclusion des personnes sous AME, il sera difficile d'investiguer dans cette population-là.